Yacouba Katile est réélu ce samedi nouveau secrétaire général de l'UNTM, celui qui s'apprête à faire son 3e mandat à la tête de la plus grande centrale syndicale du pays, entend tout mettre en œuvre pour défendre davantage les intérêts des travailleurs. 7e édition du Festival panafricain de la cotonnade à Sikasso. Cette rencontre vise à promouvoir le coton malien avec la création d'emplois et la transformation au niveau local. Dans ce 20h, nous irons également à Tombouctou pour voir comment étaient résolus les problèmes dans les vestibules par les sages. Cette méthode de nos ancêtres a longtemps occupé une place de choix dans la consolidation de la paix, la cohésion et le vivre ensemble. Et dédicace du nouveau livre du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, c'était ce matin à la Maison de la Presse. Le Mali, ma vie, c'est le titre de ce livre qui retrace une partie de la vie de l'auteur. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la transition burkinabé a accordé une audience au ministre en charge de la culture du Niger et du Mali en marge de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. À l'ordre du jour, les relations et le renforcement de la coopération pour le développement des pays membres de l'AES. Le commentaire de Abdul Karim Kaba dans nos éditions de demain. Allons maintenant à Sikasso, se tient la 7e édition du Festival panafricain de la cotonnade. À cette rencontre se veut un moment de cohésion, d'où le choix du thème « Le coton, source de création d'emplois et facteur de promotion de la paix et de la cohésion sociale ». Le coton malien dans toute sa splendeur. Voyons cela avec nos reporters Sekou Konaté et Souleymane Bamba. 7e du genre, le Festival panafricain de la cotonnade se veut un rendez-vous culturel de grande envergure initié par l'Association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC. Cela pour promouvoir l'or blanc et faire de sa filière un creuset pour l'emploi et un espace culturel est tout à fait indiqué pour cela. Nous avons mis en place un accent particulier sur la réussite. Après une campagne difficile, il y a eu du résultat. Donc il faut magnifier ces résultats. Ces résultats également, c'est d'abord les producteurs de coton à la base, aux différentes structures techniques, également aux différents partenaires techniques et financiers. L'initiative, qui est un facteur de développement et de cohésion sociale, mérite alors soutien. La promotion des activités et des manifestations socioculturelles peut constituer un levier de prise de conscience, de cohésion sociale, de vivre ensemble, de paix et d'intégration des peuples. Le président de la République, le colonel Assimi Goïta, a décidé de faire un pas en avant au-delà de la production, de mettre en place des unités de filature, ce qui devrait nous amener progressivement vers une appropriation de la plus-value de certains niveaux dans la chaîne de valeur. Et je crois que ça, c'est une très belle initiative. Valoriser le coton, c'est s'inscrire dans la dynamique des autorités nationales. Et le ministre de l'Agriculture de relever toute la symbolique de l'initiative. Nous demeurons convaincus que la transformation du coton est un levier important de développement économique, social et culturel qui permettra à coup sûr de créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse, de freiner les départs massifs vers les sites d'orpaillage. Danse du terroir, remise des cadeaux et un trophée pour le président de la transition et d'autres personnalités, et la visite des stands ont agrémenté la cérémonie d'ouverture. Auparavant, la délégation ministérielle avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité. La délégation burkinabé qui participe à la 16e réunion des producteurs de coton a visité Toguna Industrie. Les visiteurs ont été agréablement surpris par la diversification des services du groupe Toguna et ils envisagent un partenariat avec Toguna Industrie. Nouroum Sissoko a suivi la visite pour ORTM1. Les acteurs de la filière coton du Burkina Faso, après leur participation à la 16e réunion bilan du PERPICA, programme régional de production intégrée du coton en Afrique, ont visité Toguna Agro-Industrie. Objectif, constater de visu le processus de production de l'engrais et échanger avec les responsables sur les difficultés et les opportunités liées au secteur. Ils ont un laboratoire de qualité qui contrôle toute la production, en tout cas aussi bien les matières premières que les produits finis, et qui fait qu'à la fin, ils ont un produit en tout cas de qualité qui répond aux normes et qui fait que nous-mêmes au niveau du pays, le produit de Toguna que nous utilisons, les producteurs ne s'en plaignent pas. Burkina Faso, c'est peut-être maintenant aller vers la richesse à travers le programme coton de l'INERA qui donne les caractéristiques des engrais qui sont favorables au sol burkinabé. Donc c'est à eux de composer les plats
Et maintenant, la technologie que nous avons vue ici, si elle est appliquée, nous allons avoir vraiment de l'engrais de qualité qui répond au sol du Burkina Faso. Les visiteurs ont découvert une gamme de produits qu'offre Toguna Agro-Industrie à travers les unités de fabrique de parpaings, briques et dalles, d'assemblage de matériel agricole avec un magasin de pièces de rechange, ainsi qu'un parc d'engins lourds et de véhicules légers destinés à la vente. Nous venons donc de nous rendre compte que Toguna représente donc des marques d'automobiles. Ils ont une chaîne donc de production de tracteurs, donc qui est aussi un domaine dans lequel le partenariat peut être établi. Nous voulons produire beaucoup et minimiser aussi la fatigue. Donc la mécanisation va venir rehausser en tout cas l'éclat de la production de coton, trouver des machines à plusieurs rangs pour les producteurs de bas niveau jusqu'au haut niveau. Au terme de la visite, une réunion a permis aux deux parties de soulever leurs préoccupations et doléances, ainsi que leurs attentes dans la poursuite d'un partenariat gagnant-gagnant. Pour parler du dialogue intermalien, nous nous intéressons à comment les conflits étaient gérés dans nos vestibules à Tombouctou sous l'égide des sages, une pratique ancestrale qui a longtemps été respectée par la société. ORTM Tombouctou s'est en tout cas intéressé au sujet. Voyons avec Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Les conflits et les mésententes étant inhérents dans la convivence sociale, il est impératif de les résoudre lorsqu'ils mettent en mal la vie en commun. Forts de leurs expériences, les vieux sages de Tombouctou ont anticipé sur la résolution des situations conflictuelles à travers des mécanismes traditionnels. Ici à Tombouctou, il y a des structures. Il y a ce qu'on appelle par exemple le Niadjeteri. Donc c'est une structure traditionnelle qui est reconnue, respectée. Donc en cas de mésentente, ceux-ci ils appellent les protagonistes, ils leur parlent. Au-delà de ces dispositions, il y avait également des figures religieuses reconnues pour leur sagesse et leur droiture. Ces personnalités s'imposent par le respect qui leur est dû et réussissent toujours à faire triompher l'ordre public. Quand il y a un conflit qui se passe, ils ont plusieurs étapes pour résoudre ce problème. C'est d'abord ce qu'on appelle le mashikha, c'est-à-dire on envoie un cheikh aller demander aux belligérants d'arrêter. On prend par exemple un shérif, on le met devant les oulémas, et derrière les oulémas il y a les élèves, les étudiants. Ils vont aller voir les belligérants pour leur demander de cesser. Vous avez ce qu'on appelle aussi la sacralisation, c'est-à-dire que on prend le Coran, le Bukhari, le Muslim, le Muwatta Malik, on le prend et on l'amène aux belligérants pour leur demander à cause de ces documents de cesser le problème. Dans la région, l'exemple le plus patent, c'est l'exemple du Cheikh Kounta Al-Bakay. En cas de conflit grave, il suffit qu'Al-Bakay envoie son chapelet. Encore, voyez, écoutez, ça c'est le chapelet d'Al-Bakay, il vous demande de cesser et c'est fini. Donc ce sont des mécanismes auxquels les gens croient beaucoup. D'autres outils et symboles de dissuasion ont également existé et ont eu des effets positifs dans les efforts de rapprochement des parties en rupture. Il y a aussi ce qu'on appelle l'alam. L'alam, c'est des drapeaux mystiques. L'alam Yacouba et l'alam Idrissa, qui sont gardés dans une famille à Djaouyekoui à Bajinde. En cas de conflit très grave, très sérieux, alors on leur dit, bon vraiment, en tout cas, si vous ne tempérez pas, on va sortir les drapeaux. Et généralement, les gens obtempèrent. Mais quand les gens tombent sur des gens têtus, quand ils ne font pas, on sort les drapeaux. Et quand on sort les drapeaux, ça finit toujours mal. Parce qu'en tout cas, ceux qui sont dans leur tort, en tout cas, il y a quelque chose un malheur qui va arriver. Aujourd'hui, tous s'accordent à soutenir un regard rétrospectif quant à la gestion des conflits, à l'image des légitimités traditionnelles d'antan où tout était réglé sous les vestibules, dans les mosquées ou sur les places publiques. En réalité, maintenant, on dirait que la jeunesse manque d'éducation civique. On commence à perdre vraiment les repères. Et si on veut revenir en toute sincérité, si vraiment les Maliens veulent vraiment avoir les Mali entre leurs mains, être des vrais Maliens, revenons sur les sources que nos ancêtres nous ont léguées. Si on s'inspire de ces sources-là, il n'y a pas de problème. Nous avons intérêt à réhabiliter nos cultures, nous avons intérêt à croire en nos symboles sur toute l'étendue du territoire. Et c'est justement là
que nous pouvons tirer le maximum. C'est là que nous pouvons vraiment retrouver l'entente, la paix dont nous avons tant besoin. Devenu des assises du dialogue intermalien. Si ça a été une réussite, c'est parce qu'on s'est inspiré de nos principes, nos règles d'antan. À un moment, on s'est servi de ces procédures. Selon nos interlocuteurs, il est impératif de croire en ces outils traditionnels qui, à un moment donné, ont contribué à souhaiter à la stabilité sociale et favoriser la paix, la cohésion sociale au sein de la société. Suite de ce journal avec le lancement du nouveau livre du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, intitulé « Le Mali, ma vie ». C'était ce matin à la Maison de la Presse. Cet ouvrage retrace une partie de la vie de l'auteur. Alocénie Touré, qui a assisté à la cérémonie, nous en dit plus. À en croire Choguel Kokala Maïga, ces 304 pages ne sauraient faire sa biographie, loin s'en faut. Il s'agit essentiellement de tranches de vie, de sa vie donc. 3 aspects de l'ouvrage sont ainsi identifiés par son compagnon de route. Il ne s'agit pas, bien que le titre soit « Le Mali, ma vie », il ne s'agit pas d'une autobiographie. Il s'agit d'une succession de tranches de vie, en particulier de 3 vécus. Le premier vécu, Choguel Maïga l'a intitulé « Du rôle de la manipulation en politique, le cas du Mali ». Le deuxième vécu est constitué par ses relations avec 4 chefs d'État, 3 anciens présidents de la République, le président Moussa Traoré, le président Amadou Toumani Touré, le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'actuel président de la transition. C'est le deuxième vécu. Et le troisième vécu est consacré à son propre combat politique. Ce qui nous fait découvrir à travers ces pages, c'est réellement plusieurs aspects, plusieurs péripéties de l'histoire du Mali de 1991 à ce jour. Ce livre intitulé « Le Mali, ma vie » est un guide précieux pour mieux connaître l'auteur, son parcours académique, professionnel et politique. D'abord, les années de militantisme au sein du LINJM, la jeunesse du parti unique d'alors, ce qui a forgé le personnage politique qu'il est devenu. Plus tard, non sans peine, à la faveur du multipartisme, il créera le mouvement patriotique pour le renouveau, formation au sein de laquelle il fera la jonction avec plusieurs cadres de l'ancien parti unique. Tirant les leçons de plus de 40 ans de vie politique, Choguel Kokala Maïga identifiera plusieurs types d'hommes politiques, dont celui des manipulateurs. Avec ce groupe, il semble avoir eu peu de fréquentation. De son militantisme au sein du LINJM à sa position actuelle, que de chemins parcourus au service exclusif du Mali qu'il dit porter dans son cœur et pour lesquels il se dit prêt à tout sacrifier. Cette vision et ce positionnement justifient certains chapitres du livre, à savoir les valeurs qui fondent mon identité, du rôle de la manipulation en politique, avec le président Moussa Traoré, reconnaissance du mérite ou obligation envers un bienfaiteur, de l'INJM vers le MPR, la résistance, les espoirs dessus de la chute de la Troisième République. Le dernier chapitre est consacré à la rectification de la transition. Plusieurs témoignages ont aidé à mieux cerner le personnage et tous lui reconnaissent des qualités de meneur d'hommes et de patriote. Choguel Kokala Maïga est né vers 1958 à Tabangou, dans le cercle d'Ansongo. Il y poursuivit ses études primaires avant de regagner la capitale, Bamako, pour ses études secondaires. Également dans ce 20h, célébration de la fête nationale des Pays-Bas. Ici au Mali, l'ambassadrice a organisé une réception à sa résidence. Un moment pour parler de la coopération entre le Mali et les Pays-Bas dans les domaines de la santé, l'agriculture et la justice, entre autres. Les temps forts avec Youssouf Diakité et Sidi Kibalo.
La fête du roi des Pays-Bas est célébrée chaque année le 26 du mois d'avril. L'événement est marqué ici par une réception organisée par l'ambassadrice des Pays-Bas au Mali. Une occasion de mettre en exergue les secteurs multiformes de coopération entre les deux pays. Une longue tradition de présence des ambassadeurs néerlandais au Mali a posé une fondation solide dans notre relation. Ils partagent une affection chaleureuse pour votre beau pays. Ils ont eu à travailler ensemble avec vous dans le domaine de diplomatie, de développement, de l'aide humanitaire et de la sécurité. Nous avons obtenu de bons résultats ensemble. Par exemple, dans le domaine de la santé, nous travaillons avec le gouvernement malien sur un programme innovant de financement basé sur les résultats. Ce programme fournit des services de santé quotidiens à 8 millions de Maliens dans la zone rurale. J'ai saisi également cette occasion pour saluer les liens fructueux entre le Mali et les Pays-Bas dans de nombreux domaines de coopération en vue du développement et de la prospérité de nos pays et du bien-être de nos populations. Nos efforts conjoints dans les secteurs de l'état de droit et de la bonne gouvernance, de la gestion de l'eau et de la sécurité alimentaire, de la santé reproductive et du développement du secteur privé concourent à l'atteinte de nos objectifs communs. Le but principal de cette coopération avantageuse est de contribuer au développement socio-économique et à la stabilité du pays. Un mot de justice à présent avec la tenue de cet atelier de validation du document de la revue sectorielle du département au titre de l'année 2023. Et il ressort de cette rencontre qu'au cours de l'année écoulée, le département de la justice a enregistré des résultats probants dans le cadre de l'exécution de sa mission. Boubacar Bablin-Touré, compte rendu. Ils sont une cinquantaine d'acteurs issus du secteur de la justice, de l'économie et des finances, des partenaires techniques et financiers de la justice à prendre part à cet atelier de validation du document de revue sectorielle de la justice au titre de 2023. Cette revue ainsi soumise pour validation prend en compte les réalisations du département de la justice en ce qui concerne les projets et programmes, le niveau de mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, les comptes administratifs, les interventions des partenaires techniques et financiers pour ne citer que ceci. Les partenaires techniques et financiers sont en appui au gouvernement malien et au ministère de la Justice, bien sûr, pour, dans le cadre de notre ambition commune, et notamment dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, et que nous sommes très heureux de pouvoir donc, y contribuer et de participer au débat de cette revue sectorielle. Le document de revue sectorielle 2023 de la justice consolide les données de l'exécution budgétaire du département de la justice, mais aussi les apports et appuis divers des partenaires au développement, avec une analyse des résultats obtenus en tenant dûment compte des axes d'intervention de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice. Ce document de revue sectorielle de la justice est l'aboutissement d'un long processus. Une fois validé, il sera remis officiellement au ministre de l'Économie et des Finances par son collègue de la Justice. Le gouverneur de la région de Kidal a organisé une rencontre pour parler de paix et de vivre ensemble à Takalot. Les forces vives de la 8e région étaient présentes pour faire de leur région un havre de paix. Un reportage à Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Moussa Togo. Non, vous ne rêvez pas. Ces élèves qui viennent d'exécuter avec fierté l'hymne national du Mali sont de la région de Kidal et plus précisément du cercle de Takalot. Ils bénéficient de l'appui du général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de la 8e région, depuis le début de l'année scolaire. Et cet exercice a été suivi du lancement des travaux de la rencontre à l'école de Takalot, bien drapée aux couleurs nationales du Mali. Occasion pour le gouverneur de la région de Kidal d'inviter les forces vives à une large implication pour le retour de la paix, chose qui passe par la réussite du dialogue intermalien et une collaboration saine avec les forces de défense et de sécurité. On nous a vraiment fourni beaucoup de conseils, d'être vraiment à côté de l'État,
de travailler avec les forces armées de sécurité pour la sécurisation de toute la région de Kidal. Au cours des échanges, le chef de l'exécutif régional a appelé les Kidalois pour le changement de mentalité. Selon le gouverneur de Kidal, on ne doit pas se poser la question « Qu'est-ce que le Mali a fait pour moi ?» avant de se poser aussi la question « Qu'est-ce que je fais pour le Mali ?» Un citoyen, c'est des droits certes, mais c'est aussi des devoirs. On est malien ou on ne l'est pas. Donc c'est le langage que le gouverneur fait passer aujourd'hui. Je crois que ce message est très clair et le gouverneur l'a bien fait passer et il le fait passer à toutes les occasions. Ils sont venus de Takelout, Tasek, Tafiliant et Touzek. Ils se sont engagés à servir de relais pour que la paix naisse et que les armes se taisent à jamais. La direction régionale de la police nationale de Koulikoro vient de recevoir 30 motos de la part du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ces engins viennent renforcer la capacité opérationnelle des commissariats de police de la 2e région en termes de renseignement et de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Djemba Moussa Konate. Une ambulance médicalisée pour la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation, une citerne d'appui d'une capacité de 12 000 litres pour la direction régionale de la protection civile de Koulikoro. C'est cet important lot d'équipements que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile vient de remettre à la direction régionale de la protection civile de Koulikoro. Aujourd'hui, j'ai eu l'insigne honneur de recevoir dans nos locaux ici au gouvernorat le directeur régional de la protection civile de Koulikoro avec 2 engins. Il s'agit d'une ambulance qu'on appelle couramment véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés qui peut faire la prise en charge des malades, alors des points d'accident jusqu'au niveau des centres de prise en charge. Alors l'autre véhicule qui est un camion, alors qui a 2 options. Aujourd'hui, les plus hautes autorités pensent non seulement au bien-être des populations, mais aussi à renforcer les forces de défense et de sécurité alors dans leur mission au quotidien. En plus de cela, le département en charge de la sécurité et de la protection civile, à travers la direction générale de la police nationale, a remis 30 motos de marque Tech Korea 250 GI à la direction régionale de la police nationale de Koulikoro pour les différents commissariats de la 2e région. Ces engins visent à renforcer les capacités opérationnelles de ces 2 structures dans la 2e région. Comme vous le savez aujourd'hui, les plus hautes autorités de la transition sont engagées à lutter efficacement contre le terrorisme et le banditisme. Alors c'est ce qui les amène aujourd'hui à payer des motos et des véhicules au profit des forces de sécurité. Nous sommes très fiers, très heureux de recevoir ces nouveaux équipements. Alors déjà, pour qui connaît le rôle que joue la police, même avant ces motos, ça ne pourrait quand même que renforcer leur capacité. La citerne destinée à la protection civile permet de ravitailler les camions d'incendie en eau et la population au moment des pénuries d'eau. Elle permet en outre de faire l'extinction du feu. Quant aux motos remises à la direction régionale de la police nationale de Koulikoro, elles viennent renforcer les capacités opérationnelles des commissariats de police de la 2e région en termes de renseignement et de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le colonel Souleymane Doumbia dirige désormais la zone de défense de Ségou. Il succède au colonel Youssouf Oumar Sissé. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake. Reportage à Fousséni Samake et Bassi Traoré. C'est le colonel Souleymane Doumbia numéro 2 qui dirige désormais la zone de défense numéro 2. Cet officier de la 21e promotion de l'EMIA était jusqu'à sa nomination chef d'état-major de la région militaire numéro 7 de Kidal. Il succède au colonel Youssouf Oumar Sissé qui dirigeait les opérations militaires de la zone de défense numéro 2 depuis février 2022. En recevant le commandement, le colonel Doumbia s'est engagé à mener à bien la mission qui lui est confiée. Je voudrais exprimer toute ma gratitude des plus hautes autorités de mon pays, à savoir le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, et toute la hiérarchie militaire qui a porté le choix sur mon modeste personne. Je viens de remplacer mon bazar qui est le colonel Sissé. C'est quelqu'un vraiment quand même qui a fait beaucoup d'efforts
dans cette région. Quand même, moi je viens quand même, c'est pour continuer à conduire ces efforts et puis continuer à améliorer ceux-là qui n'ont pas pu faire. Le nouveau commandant de la 2e région militaire a souhaité l'implication de chaque Malien pour vaincre les forces du mal. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake, le gouverneur de la région de Ségou, contrôleur général Alassane Traoré, d'autres responsables civils et militaires de la 4e région. Je demande à tout et chacun à nous aider à améliorer dans ce sens. Vraiment à bien travailler entre nous pour que vraiment nous puissions réussir à relever ces défis qui sont énormes dans cette région. Un défilé militaire de différents corps d'armée au camp Amadou Chekoutal de Ségou a mis fin à cette cérémonie de passation de commandement. Et les membres de la délégation spéciale du district de Bamako font une première évaluation de leur gestion des affaires, une équipe qui a été installée le 15 janvier dernier par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour l'assainissement et l'embellissement de la ville de Bamako et la bonne gestion des finances de la mairie. Plus de détails avec Mamadou Fani. 100 jours après sa mise en place, la délégation spéciale en charge de la gestion des affaires courantes du district de Bamako fait un premier bilan. Dans le domaine de l'assainissement et l'embellissement de la ville, le bilan est flatteur. Un bilan chiffré de nos actions relatives à l'assainissement durant les 100 derniers jours. Les services de la mairie, en l'occurrence la direction des services urbains de voirie et d'assainissement DSUVA, connu sous le nom de voirie, enlève quotidiennement une moyenne de 588 mètres cubes de déchets solides, contre 350 mètres cubes avant la délégation spéciale. Le désensablement a porté sur 4386 mètres cubes de sable. 1020 caissons ont été enlevés et vidés par la DSUVA pendant les 100 jours. Le linéaire total balayé par la DSUVA en 100 jours est de 180 000 mètres linéaires, soit 180 km. Par ailleurs, la production journalière des déchets liquides est estimée à plus de 100 000 mètres cubes. Quant à la gestion financière de la mairie du district de Bamako, le constat est très amer. La délégation spéciale a hérité d'une situation financière chaotique, marquée par un endettement public d'environ 18 milliards de francs CFA, correspondant au non-paiement de factures portant sur les montants impayés des prestataires et fournisseurs de la mairie. Dans cette optique, la délégation spéciale a pris des mesures d'austérité visant la réduction des dépenses de fonctionnement, couplées avec une stratégie de maximisation des recettes. Ces mesures ont permis d'atteindre des résultats remarquables. Les perspectives s'annoncent bonnes avec l'augmentation des moyens de mobilité des habitants par l'acquisition de nouveaux moyens de locomotion comme le tramway, désengorgement de la ville à travers la création de nouvelles voies. Dans le domaine de l'assainissement, les équipes seront renforcées pour rendre la ville plus propre. Plus de 52 000 enfants de 6 à 59 mois ont bénéficié d'une prise en charge contre la malnutrition aiguë dans le district sanitaire de Nara. L'information a été donnée lors de la rencontre pour faire le bilan des activités de 2 projets dans le district sanitaire de Nara. Reportage Inaba. L'exercice de ce mardi vise à contribuer dans la lutte contre la malnutrition aiguë à travers le développement d'approches novatrices et peu coûteuses dans le district de Nara. Pour l'heure, place au bilan des activités des 2 projets de recherche, à savoir pilote opérationnel et l'essai clinique randomisé RTC, mis en œuvre dans le district sanitaire de Nara. Ce projet pilote opérationnel pour la prise en charge de la malnutrition aiguë touche les enfants de 6 à 59 mois. Grâce à ces approches simplifiées, plus de 52 000 enfants de 6 à 59 mois qui ont bénéficié d'une prise en charge contre la malnutrition aiguë en Nara. Malgré ces efforts, un grand nombre d'enfants à haut risque de mortalité ne bénéficient pas de traitement. C'est pourquoi le comité de secours international
IRC, en collaboration avec le département de la santé et l'Université des sciences et des techniques, a mis en œuvre en septembre 2022 un essai clinique RTC dans le district sanitaire de Nara afin d'identifier les enfants à haut risque de mortalité ainsi que le traitement sur la base de cet indice. J'invite donc les participants et participantes à un regard vigilant sur ce qui nous sera présenté et je les encourage à participer aux discussions sur les perspectives et de s'approprier des leçons apprises pour qu'elles puissent nous apprendre aussi dans notre démarche de tous les jours. Pour rappel, le comité de secours international IRC travaille dans 40 pays et territoires à travers le monde. Il intervient dans le district de Nara depuis 2013 en appuyant les centres de santé communautaires, les CCRF et les sites secondaires dans la prise en charge des enfants malnutris avec des pathologies. Atelier de capitalisation et de pérennisation des acquis du projet Travaille pas à faire des enfants organisé par l'ONG Save the Children et ses partenaires. L'atelier vise à informer les acteurs sur les avancées en matière de lutte contre le travail des enfants. Aussi, il s'agit de dégager les nouvelles orientations susceptibles de consolider ces acquis. Reportage à Sorona Kamisoko. Regard rétrospectif sur le parcours du projet Travaille pas à faire des enfants, qui tire vers sa fin. Un projet conçu par le gouvernement néerlandais pour renforcer les capacités du Mali dans la lutte contre le travail des enfants. Après 5 années d'exécution, les acteurs du projet se retrouvent pour la capitalisation des résultats engagés. Le programme TPAE, dont l'objectif est de libérer les enfants et les jeunes du travail et les permettre de jouir de leur droit à une éducation de qualité et un futur travail décent, est l'effort conjugué de 4 structures au Mali, à savoir Enda Mali, le Syndicat national de l'éducation et de la culture, le SNEC, l'UNICEF et Save the Children. Si les 2 premières structures ci-dessus citées s'attellent à la création des zones libres de tout travail d'enfants, l'UNICEF sur des aspects de plaidoyer au niveau national, Save the Children, pour sa part, est résolument engagé dans la protection et la promotion des droits des enfants à travers la mise en œuvre de ce programme. Au cours des échanges, un accent particulier a été mis sur les bonnes pratiques et les actions d'accompagnement du projet en matière de lutte contre l'utilisation de la cible sur les sites d'orpaillage et dans les travaux champêtres. Cet atelier revêt une importance capitale pour Save the Children et ses partenaires, dans la mesure où ceci permet de sauvegarder les acquis du projet, mais également de nous projeter sur ce qui peut encore être fait dans la lutte contre le travail des enfants au Mali. Les résultats attendus devront servir de levier pour les acteurs dans les initiatives de plaidoyer pour l'accomplissement effectif des mesures de protection des enfants. Il intervient dans les localités de Sikasso, Bougouni, Yanfolila, Bla et San. Aussi, 125 jeunes filles de la commune 6 du district de Bamako viennent de bénéficier d'une formation en santé de la reproduction et en activité d'insertion économique. L'objectif est de permettre aux participantes de s'auto-employer et de lutter contre les VBG. Mariam Koulibaly. Le programme de formation dans les espaces sûrs en santé de la reproduction et en activité d'insertion économique en cours s'éveille un cadre d'investissement dans l'avenir des jeunes filles. Elles sont 125 à bénéficier de la dite session. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Promotion des droits en santé sexuelle et reproductive et lutte contre les violences basées sur le genre au Mali et également au Niger, qui marque une étape importante dans notre engagement à autonomiser les filles et à leur offrir un avenir meilleur. Le dit programme se tend sur 6 mois et doit permettre ainsi aux participantes de se qualifier dans différents corps de métier, à savoir la saponification, la pâtisserie, le maquillage, entre autres. Avoir une formation comme ça et des appuis à ce niveau-là, ce n'est pas seulement une seule personne qui est indexée. Aujourd'hui, elles vont apprendre, elles vont comprendre, mais on va leur demander d'exercer ce qu'elles ont appris, mais de ne pas oublier leur entourage. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de filles, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les parents. Il faut penser aux parents. La situation peut être difficile,
mais si elles jouent leur rôle, elles peuvent remplir une grande part de cette responsabilité, en tout cas dans leur environnement. Les autorités locales et municipales de la commune 6, pour leur part, saluent l'initiative qui promet de l'emploi sûr aux bénéficiaires. La cérémonie est marquée par la remise d'un chihuahua au ministre Fomba pour son engagement en faveur de la jeunesse malienne. Et dans les titres, Yacouba Katile est réélu nouveau secrétaire général de l'UNTM pour son 3e mandat. Il entend tout mettre en œuvre pour défendre davantage les intérêts des travailleurs. Al-Jumatina. 14e congrès ordinaire de l'UNTM, Yacouba Katile est réélu à la tête de l'Union nationale des travailleurs du Mali pour un nouveau mandat de 5 ans. Son 3e après 2014-2019 et 2019-2024. Est-ce que le fait que je sois réélu dénote quelque chose par rapport aux rapports que j'ai eu avec mes collaborateurs, avec mes camarades pendant tout ce temps qu'on a eu à cheminer ensemble jusqu'ici. C'est vrai, certains sont partis, soit à la retraite ou appelés à d'autres activités, d'autres responsabilités. Mais ceux qui sont restés encore avec nous jusqu'ici, je pense qu'on a compris qu'on a entamé quelque chose et il veut que vraiment on continue pour en tout cas faire le maximum. Déroulé les 26 et 27 avril, le 14e congrès ordinaire de l'organisation chargée de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs a planché durant 2 jours sur plusieurs aspects en rapport avec l'atteinte des objectifs de la centrale syndicale nationale. Et à l'issue des travaux, d'importantes recommandations ont été formulées. D'approuver l'instauration du dialogue social comme facteur d'une harmonisation dans les relations de travail, empreint de réciprocité, d'intérêt, de respect et de confiance mutuelle. Décide d'inscrire les orientations de l'Union nationale des travailleurs du Mali, ses revendications, ses activités diverses dans le pacte de stabilité sociale et de croissance jusqu'à la fin de l'année 2024, afin d'apprécier ses principes et ses méthodes. Nous avons fait un très bon congrès, un congrès discipliné, apaisé, où les militants sont vraiment restés derrière les responsables, nous ont écoutés. Donc ça s'est très bien passé ce congrès. Un congrès apaisé, un congrès bien balisé et cela vraiment sous le leadership de M. Katile. Et nous sortons vraiment en tant que syndicat des travailleurs des impôts du Mali très satisfaits et très renforcés pour la lutte pour la défense des intérêts de tous les travailleurs des impôts du Mali. Et nous ne pouvons que féliciter les Maliens et nous répétons que nous sommes à l'AES. Par expérience syndicale, nous pensons que nos amis maliens ont montré quand même une discipline et c'est ça aussi qui fait le syndicalisme. Ayant présidé les travaux, le gouvernement se félicite du dénouement heureux du congrès et reste disponible à œuvrer avec la centrale syndicale pour consolider davantage le bien fondé du pacte de stabilité sociale. Le niveau élevé de vos débats m'autorise à conclure que ce 14e congrès a été un véritable succès. Ceci est à votre honneur. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour féliciter les membres du nouveau bureau et leur souhaiter beaucoup de courage. En respectant vos statuts, vous êtes inscrits dans la mise en œuvre des engagements inscrits dans le pacte de stabilité sociale, notamment à son point 29.1 du plan d'action 2023-2027. Les conclusions auxquelles vous avez abouti augurent bien, dans tous les cas, du partenariat dynamique que nous avons voulu instaurer dans le cadre du dialogue social. Il y a certaines qui sont, qu'on peut considérer comme nouvelles recommandations, mais il y a d'autres qu'on peut consulter, comprendre que c'est des reconduites. Les processus sont engagés, on n'a pas encore fini. Et des accords qui ont été signés qui ne sont pas encore mis en œuvre totalement. Et dans tous les cas, que les travailleurs soient rassurés, surtout nos militantes et nos militants, que
la manière dont nous avons eu à travailler, nous allons continuer. On ne va pas changer vraiment des iota. Le nouveau bureau exécutif de l'UNTM comprend 53 membres, plus une commission de contrôle et une commission de discipline comprenant chacune 17 personnes. Lors de la cérémonie de clôture, les congressistes ont salué la présence des camarades syndicaux du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et de la Turquie, ainsi que l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Aussi, les congressistes ont adressé des motions spéciales au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et aux forces armées maliennes et de sécurité pour leur engagement et détermination au service de leur nation et au nouveau secrétaire général pour sa clairvoyance et son engagement. La 28e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels couplée à la 22e édition de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail sera célébrée mardi prochain au Centre international de conférence de Bamako. L'information a été donnée par les responsables de l'Institut national de prévoyance sociale INPS au cours d'un point de presse. Abdoulaye Touré y a pris part. Voici son reportage. Selon les données statistiques de l'Institut national de prévoyance sociale INPS, entre 2020 et 2022, l'Institut a enregistré 1500 cas d'accidents du travail. 20% de ces accidents de travail ont occasionné un arrêt de travail de plus de 15 jours et une prise en charge de plus d'1,5 milliard francs à titre de réparation. La célébration de la 28e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels par l'INPS offre une opportunité. Elle permet de réfléchir davantage sur les défis actuels et futurs auxquels font face nos entreprises en matière de prévention et de gestion des risques et maladies professionnelles. Ces statistiques, loin d'être un cas particulier, ni pour l'Institut national de prévoyance sociale, ni pour le Mali, sont une réalité partagée en Afrique avec des conséquences indéniables qui plongent nos économies. C'est donc à juste titre que l'Interafricain de la prévention des risques professionnels a porté son choix cette année sur les défis et stratégies d'intervention dans les secteurs à fort potentiel de risque. Il s'agit pour nous de réfléchir sur les défis de santé et sécurité au travail encourus par les travailleurs de ces secteurs, leurs impacts socio-économiques, les solutions pour leur atténuation, les obligations des employeurs, les responsabilités des travailleurs, sans oublier l'exploitation des partenariats publics-privés possibles. Le thème central de cette 28e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels est sécurité et santé au travail dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque. Sécurité sur les routes. L'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer vient de lancer les travaux du Forum régional sur la sécurité routière à Gao 2 jours durant. Les acteurs vont se pencher sur les voies et moyens permettant de réduire les risques d'accidents de circulation routière en zone urbaine et périurbaine. Reportage Sambaré Aïdara et Youssouf Samake. Selon les statistiques nationales des 5 dernières années, une personne meurt toutes les 14 heures suite à un accident de circulation. Le facteur humain est impliqué dans 82% des cas. Conscient du danger que représente ce phénomène pour les populations, le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer, a initié ces forats régionaux pour former et sensibiliser les acteurs clés en vue de lutter efficacement contre ce fléau. L'objectif visé de 1 par rapport à la fiche BAC, c'est d'avoir également des données fiables en matière d'accidentologie en République du Mali. Le deuxième objectif qui est la formation sur le recyclage des chauffeurs et conducteurs routiers. Pour les participants, cette session est un apport inestimable dans l'accomplissement de leur mission quotidienne. Ça nous a beaucoup renforcé et ça va servir la police à mieux traiter les cas d'accident, à mieux faire le constat. Tout est déjà sur la fiche BAC. À l'ouverture des travaux, le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Moussa Traoré, a salué cette initiative. Je suis convaincu que seule une synergie d'action peut permettre de juguler l'insécurité sur nos routes. C'est pourquoi j'invite les participants que vous êtes à plus de persévérance et d'intérêt pour ces modules. Rappelons qu'après les 50 agents des forces de sécurité, ce sont 50 chauffeurs et conducteurs routiers qui seront concernés par ce forum régional sur la sécurité routière qui dure 2 jours.
Rendons-nous à Mopti où 30 agents de la brigade anti-braconnage renforcent leurs capacités sur les textes législatifs et réglementaires, la surveillance aérienne, synergie d'action et manipulation des drones, la lutte contre le braconnage, la sécurisation du parcours des éléphants, une initiative du projet éléphant du Gourma. Reportage Aminata Touré. Il s'agit à travers cet atelier de renforcer les capacités de 30 agents anti-braconnage sur les textes forestiers législatifs et réglementaires, la surveillance aérienne, synergie d'action et manipulation des drones, la lutte contre le braconnage, la sécurisation du parcours des éléphants. Il entre dans le cadre du projet Gestion communautaire des ressources naturelles qui résout les conflits, améliore les moyens de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants. Cette formation, en plus de la sécurisation, va permettre d'éviter le conflit entre les éléphants et puis les hommes. Surtout qu'au Mali, ici, on a 12% des éléphants de l'Afrique. On a 316 éléphants au niveau du Mali dans le Gourma. Les capacités actuelles du Mali à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts sont insuffisantes pour contrôler efficacement le braconnage. Savoir vraiment tirer profit de cette situation parce que ils sont les acteurs au cours de cette formation. On les donnera vraiment des compétences pour assumer les fonctions qui leur sont assignées. Les éléphants dont il est question constituent la dernière population la plus septentrionale au sud du Sahara. Nous devons prendre toutes les initiatives en termes de dispositions réglementaires pour assurer leur plein épanouissement dans leur aire de répartition naturelle qui est la réserve de la biosphère du Gourma. 8 jours seront mis à profit pour dispenser des cours théoriques et pratiques, entre autres sur les techniques d'identification des différents types de drones et leurs équipements, les techniques de pilotage des drones, les techniques de surveillance, de contrôle et neutralisation des drones. Ségou multiplie les initiatives en appui au dialogue intermalien. Le Centre culturel Corée vient de produire un spectacle de contes intitulé L'œuf de la discorde au Fonyoronko Shekili, suivant le commentaire de Cheikh Oumar Sankari. Compter la paix. Voilà sur quoi mise le Centre culturel Corée de Ségou pour contribuer au dialogue intermalien. L'œuvre est intitulée L'œuf de la discorde ou Fonyoronko Shekili en langue vernaculaire. Un spectacle de contes scéniques, musical et multiforme, savamment interprété par l'artiste Salif Berté, communément appelé Oiseau Conteur. C'est le récit d'un nanti du nom de Mamourou qui a 3 enfants belliqueux et qui est fortement préoccupé par la mésentente entre ses progénitures. Cette création est un spectacle de contes multiformes, plus ou moins engagés, pour sensibiliser les uns et les autres à la réconciliation, à la paix et à la cohésion sociale. C'est surtout autour de la symbolique de l'œuf, d'où le titre de l'histoire, L'œuf de la discorde. C'est une façon de faire appel au génie malien, au génie créateur de nos artistes. C'est l'imaginaire de nos artistes qui vont ouvrir les champs des possibilités et qui vont permettre aux jeunes générations de comprendre que le Mali est indivisible, mais surtout que c'est quand on est d'accord, on peut faire de grandes choses ensemble et que tout part d'une bonne entente. C'est quand il y a une bonne entente qu'on peut construire le reste. L'œuf de la discorde, un conte métaphorique qui se veut une contribution à la paix, à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale dans notre Mali de l'oralité. Voilà, c'est l'heure du sport. Dans cette édition, il est au rendez-vous pour parler de l'actualité sportive. Bonsoir, Siragatou Sissé. Bonsoir, Khadijatou Kone. Et nous commençons par cette bonne nouvelle. Tournoi de l'amitié à Antalya, en Turquie. Les Aiglons du Mali se sont qualifiés cet après-midi pour la finale. Oui, ils ont battu les juniors jamaïcains 1-0. Cette victoire
place le Mali en tête du groupe A avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires et lui donne le droit de disputer la finale le mardi 30 avril face à la sélection junior de la Slovaquie. Les garçons du technicien Soumaïla Koulibaly ont marqué pour l'instant 7 buts et encaissé 4. Ce stage d'Antalya en Turquie servira de préparation en vue du tournoi IFOA Zone Ouest A à Monrovia du 15 au 30 septembre prochain. Et Coupe du Mali de football, Africa Football Elite, AFE est en finale de la 63e édition après sa victoire de but à 1 sur l'AS Bakaridian de Baraouli. Oui, grosse sensation cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Les pensionnaires d'Afrique Football Elite AFE ont été conquérants jusqu'au bout. AFE s'invite en finale de Coupe du Mali pour la première fois de sa jeune existence. Composé essentiellement de jeunes issus de l'académie du club et d'internationaux, toutes catégories confondues, AFE est déjà entré dans l'histoire au plan local. Et pour finir, à Coupe du Mali, toujours à suivre demain dimanche, la seconde demi-finale entre le Stade malien et le Djeliba AC. Ah oui, la pression monte dans les états-majors du Stade malien de Bamako et du Djeliba AC. Ce dimanche, les blancs et les rouges vont se croiser pour la 3e fois au cours de la saison. Les 2 précédentes, c'était en championnat. Aller 1-0 pour le Stade, retour 2-1 pour le Djeliba. On écoute justement les joueurs. Cheikh Oumar Fofana du Stade malien de Bamako et Aboubakar Diarra Senior sur l'enjeu du match. On sait à quel point ce match est très important. On sait la rivalité qui est entre les 2 clubs. Donc, jouer contre le Djeliba en demi-finale de la Coupe du Mali, c'est toujours un sentiment de fierté et surtout de remporter ce match. Nous, on prépare comme on prépare les autres matchs. Parce que les objectifs sont les mêmes, c'est jouer et gagner et avoir la victoire. Tous les joueurs sont aptes à jouer le match. Bon, le moral est bon, les joueurs sont motivés, c'est ça l'essentiel. Donc on va se battre jusqu'au coup de split final. Stade malien de Bamako, Djeliba, c'est ce dimanche à 17h30 au stade Mamadou Konaté. Enjeu principal, un ticket en finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football au niveau des messieurs. Khadija. Merci bien. Je vous en prie. Et à demain pour d'autres actualités sportives. Avec plaisir, Inch'Allah. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos grands-pères nous enseignaient la patience en nous disant que si tu supportes la fumée, tu te réchaufferas avec la braise. À demain, même heure, même plateau. Plaisir à Dieu et bonne fin de soirée à tous.